Laura Pouget. On se posait la question il y a quelques instants, Laura, on va parler de ces armes. Alors vous allez voir surtout dans quelques instants qu'il y a une contrepartie américaine. Bien évidemment, vous parlez de l'art du deal selon Trump, et puis qu'il y a une autre contrepartie. C'est qu'il y a un véritable ras-le-bol des Américains sur cette guerre, que ce soit pour les Ukrainiens, que ce soit pour les Russes. Donc hier, un certain Marco Rubio, dont on parle beaucoup, a clairement dit, en fait, cette guerre, c'est pas la nôtre, c'est européen de s'en charger. Le problème, c'est qu'on n'en a pas vraiment les moyens. Mais on va y revenir dans un instant. 50 millions, tout le monde le disait, Laura, sur ce plateau, c'est peu, mais c'est un geste quand même. Ça en dit beaucoup. C'est peut-être aussi une forme de pression par rapport à Moscou. Quelles sont les armes qui pourraient être livrées à l'Ukraine ? Oui, d'abord, c'est une communication discrète. Il faut quand même le relever, Christophe, mais visible sur le site du Congrès américain qui nous a informé. L'administration Trump a informé le Sénat de son intention d'autoriser l'exportation vers l'Ukraine d'articles de défense pour un montant de 50 millions de dollars ou plus. C'est la première fois depuis son arrivée au pouvoir. Cette communication est datée, regardez bien, du 29 avril, soit la veille de la signature de l'accord sur les minerais entre Washington et Kiev. Et les deux événements seraient tout à fait liés, selon Mikhailo Podolyak, conseiller du président Zelensky. Dans une longue publication sur le réseau X, il détaille les effets bénéfiques de ce qu'il appelle l'accord historique sur les minerais. L'accord, dit-il, garantit de nouvelles livraisons d'armes américaines, notamment de systèmes de défense aérienne, dont le coût sera crédité sur un fonds commun. Système de défense aérienne, c'est écrit. Alors, système de défense antiaérien, c'est ce que réclament à corps et à cri les Ukrainiens. Mais quel système, Laura ? Ce qui est sûr, Christophe, c'est que le fameux système Patriot ne rentre pas dans l'enveloppe des 50 millions, car son prix unitaire est d'1,5 milliard de dollars, soit bien supérieur. J'ai donc posé la question à l'expert aéronautique Gaëtan Powys, qui pense à deux autres systèmes de défense aérienne intermédiaires et donc moins coûteux. Le système Avenger, à très courte portée, moins de 10 km. Il peut être utilisé pour protéger les troupes au contact ou les matériels de l'action des drones, mais il ne détruira pas de missiles. Ensuite, le système NASAMS, américo-norvégien de moyenne portée, 40 km, qui permet de détruire des avions et des missiles de croisière. Notons qu'il protège la région de Washington, y compris la Maison-Blanche. À ce stade, la liste du matériel disponible dans ces 50 millions n'est pas diffusée. Mais pour Gaëtan Powys, il s'agit de toute façon d'un énorme signal, celui d'une période de réchauffement entre les deux administrations, américaine et ukrainienne. J'ai aussi contacté un autre expert aéronautique, Xavier Titelman, que nous connaissons bien ici et qui partage cet avis. Il m'indique par ailleurs que selon ces informations, cette semaine, des F-16 sont arrivés en provenance des États-Unis jusqu'à Rzeszów, vous savez, la base polonaise qui sert de plaque tournante pour les livraisons vers l'Ukraine. Ces F-16, regardez bien, étaient bâchés. Donc on ne sait pas s'il s'agit d'avions en état de vol ou de pièces détachées, mais pour l'expert, c'est indéniablement un signal de détente. Merci beaucoup, Laura. Tiens, puisque vous parlez de ces F-16, on a aussi quelques images quand ils ont été chargés en Arizona. Alors, selon, là aussi, nos informations, comme on aime dire dans ce métier, ils serviraient principalement pour pièces détachées pour les 5 qui sont encore en état de vol en Ukraine. Restons quelques instants avant de parler des contreparties sur ces livraisons d'armes. Vous y croyez sur ce faible moyen de pression sur Moscou, mais qui peut à tout moment se transformer de 50 millions à, pourquoi pas, 5 milliards. On se souvient des sommes versées par l'administration Biden. Il y a deux choses. D'abord, je pense que la somme correspondrait, à mon avis, davantage à un recomplètement en munitions des systèmes qui sont déjà en Ukraine, de la même manière que les F-16 qui ont été montrés à l'image serviraient de réserve de pièces détachées pour ceux qui ont déjà été livrés par des pays européens. Il n'y a pas, à mon avis, de livraison de systèmes nouveaux à attendre d'une somme aussi faible. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, on peut imaginer que cette somme puisse être revue à la hausse si nécessaire. En fait, je pense que ce que les Américains essayent de faire, ils sont toujours dans leur idée d'obtenir un deal. Pour obtenir un deal, il faut qu'ils maintiennent en vie leur allié ukrainien. Parce que si la dégradation des capacités de défense aérienne de l'Ukraine est trop importante alors que la négociation n'est pas finie, les Russes peuvent être incités à dire, écoutez, vous savez, c'est pas grave, finalement, militairement, on est en train d'obtenir ce qu'on veut, pourquoi négocier ? Donc ils ont besoin
de renforcer l'Ukraine pour renforcer leur propre position de négociation. Et à mon avis, c'est ça qu'il y a derrière les annonces qu'on a vues, c'est cette idée de renforcer la main américaine dans la négociation qui va s'ouvrir avec Moscou. Ils ont obtenu, grosso modo, ce qu'ils voulaient des Ukrainiens, le deal sur les matières premières. Maintenant, le regard se tourne vers Moscou et donc ils ont besoin de construire cette position de négociation. On n'est pas dans de la diplomatie traditionnelle, on est dans des gens qui ont l'habitude de faire des affaires. Et donc ils sont en train de construire un accord, un partenariat sous une forme qui ressemble plus à ce qu'on signe entre entreprises que ce qu'on signe entre États. C'est le moins que l'on puisse dire, puisque vous vous souvenez, c'était non pas hier, mais avant-hier, il y avait cette déclaration de Donald Trump qu'on vous avait diffusée, où il disait, à une question posée sur la livraison d'armes en Ukraine, il disait on peut ne pas livrer que des armes avec des balles, il y a aussi d'autres armes, et il parlait de sanctions économiques. Bon, ben voilà, visiblement, les Américains ont changé de pied une fois encore. Le président Trump décide de livrer des armes avec des balles. Alors vous allez voir que rien n'est gratuit, on vous le dit souvent dans l'administration américaine. On va d'abord écouter la version ukrainienne de ces livraisons. Le texte de l'accord a considérablement évolué au cours du processus de préparation. Il s'agit désormais d'un accord véritablement équitable qui ouvre la voie à des investissements très importants en Ukraine, ainsi qu'à une modernisation significative de la production dans le pays et tout aussi important, à la modernisation des pratiques juridiques dans notre pays. Et du côté du chef de cabinet de la Maison-Blanche, Stephen Miller, ça donne quoi? Vous allez voir, beaucoup, mais alors beaucoup plus pragmatique. Nous le mettrons en œuvre et le rendrons opérationnel aussi vite que possible. Mais il est destiné à rembourser les États-Unis. C'est l'élément clé pour les centaines de milliards de dollars que nos contribuables ont dépensés pour subventionner la guerre en Ukraine. Il s'agit donc d'un remboursement envers les États-Unis. Et c'est l'élément le plus important à comprendre. Nicole Liesotto, impossible pour l'administration Trump de dire que c'est un geste, c'est une façon de se rembourser. On parle aux électeurs avant tout. C'est ça le rôle d'un leader, il s'encombre pas de bons sentiments. Mais je dois dire que c'est quand même un bon accord parce qu'il préserve la face. Il préserve la face de l'Ukraine parce qu'effectivement, Zelensky peut dire la souveraineté de l'Ukraine est respectée, on reste propriétaire de notre sous-sol et c'est nous qui décidons où et quand et quoi on peut aller forer. Mais quand on regarde le détail de l'accord, si tant est que ce que disent les journaux soit exact, en fait, le fameux fonds commun, les Ukrainiens vont utiliser 50% du prix des licences qu'ils vont vendre aux entreprises américaines et ils vont utiliser 50% de ces licences pour abonder au fonds. Autrement dit, au lieu de prendre gratuitement les minerais américains, ukrainiens, comme le voulait la première version du plan, c'est-à-dire la version à 500 milliards. Et ben maintenant, ils l'ont à moitié prix, d'une certaine façon, puisque tous les bénéfices, 50%, seront reversés au fond. Ce qui est une très mauvaise manière faite aux Européens. Les Européens ont donné autant que les Américains, à peu près 120 milliards de dollars. On n'aura pratiquement rien. En tout cas, ils ont la priorité sur l'exploitation du sous-sol, même s'ils disent qu'après, il faudra se mettre en accord avec les règles européennes, etc., etc. Et moi, ça me fait penser à la guerre en Bosnie. Les Européens avaient reconstruit complètement de A à Z l'aéroport de Sarajevo et ce sont les Américains qui l'ont inauguré. Alors vous allez voir que ça risque d'être exactement la même chose. C'est-à-dire aux American Business, ils sont en train de signer des contrats et si ça continue, à nous de gérer le service après-vente et autant vous dire que ça va pas être sympa. Les Américains, vous allez l'entendre, qui n'ont absolument pas abandonné l'idée de se retirer du dossier. D'autant que Donald Trump, on vous en parle souvent dans cette émission, a bien compris que pour faire plier Vladimir Poutine, ça allait être un peu compliqué. Alors écoutez ce qu'a dit hier Marco Rubio. Je pense que nous savons où en est l'Ukraine et que nous savons où en est la Russie, où en est Poutine. Ils sont encore loin l'un de l'autre. Ils se sont rapprochés, mais ils sont encore loin l'un de l'autre. Et il va falloir une véritable avancée, ici très rapidement, pour rendre cela possible, où je pense que le président va devoir prendre une décision sur le temps que nous allons encore consacrer à cette question. Et voilà, alors vous écouterez dans un instant, on a une autre version de ce que dit Rubio, et là,
vraiment, le problème de ce conflit entre les Ukrainiens et les Russes, ça risque rapidement de devenir notre problème. Mais d'abord, sur ce discours, cette légende, elle se prépare de jour en jour. Cette guerre n'est pas la nôtre et on a autre chose à faire. Ça fait plus de 15 jours, maintenant quasiment 3 semaines que Rubio nous répète la même musique chaque jour qui passe. Non, mais c'est le nous allons sage de la bientôt bande. nous désengager. Alors oui, mais ce qui est embêtant, c'est que dans cette administration, il y a beaucoup de sons de cloche extrêmement différents. Il y en a un autre qui s'appelle J.D. Vance, qui n'est autre que le vice-président américain, qui a certainement encore plus l'oreille de Donald Trump que Marco Rubio, à mon avis, et qui lui dit que nous avons bien compris qu'il y avait beaucoup d'écart entre les deux pays, Ukraine et Russie, d'ailleurs un peu comme le dit Rubio, mais le président va se donner maintenant 3 mois, 100 jours, on remet la balle sur... C'était hier, ça. Oui, c'était hier. Donc vous voyez, non, mais avant... ce que je veux dire, c'est qu'on a... Oui, mais Rubio, il l'avait dit aussi, il avait dit exactement la même chose il y a une semaine et encore une semaine avant. Vous vous souvenez, en repartant de Paris au pied de son avion, c'est la première fois qu'il l'exprimait comme ça. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'on a vraiment du mal à voir où les Américains veulent aller. Ils viennent de signer le fameux deal qu'ils appelaient de leur vœu, qui est peut-être pas d'ailleurs tout à fait aussi mirifique que ça. Et les Européens vont peut-être pas perdre autant que ça là-dedans, parce que pour aller exploiter ces minerais dont personne ne sait quelle quantité il y a très exactement, je vous rappelle que les relevés datent de l'époque soviétique, il va falloir investir énormément d'argent. Ce ne sont pas les Ukrainiens qui auront l'argent pour investir, ce sont les investisseurs privés américains. C'est pas l'État américain qui va aller exploiter les minerais, ce sont des entreprises. Est-ce qu'elles voudront le faire? Est-ce que Trump pourra les obliger à le faire? Ça, on le verra bien. Est-ce que Trump sera encore au pouvoir quand elles le feront? Sans doute Il y a pas. plein de questions. Je vous ai promis une deuxième version. Ça risque de poser des problèmes, bien évidemment. D'âge, surtout, mon cher Xavier. Deuxième version de cette déclaration de Marco Rubio et du désintérêt américain pour ce conflit entre l'Ukraine et la Russie. Écoutez. Nous avons tant de problèmes, et je dirais même des problèmes encore plus importants qui se posent dans le monde entier. Je dirais que ce qui se passe avec la Chine est plus important à long terme pour l'avenir du monde. Voilà, je pense que ça, c'est la vraie bonne version américaine. Mais d'ailleurs, Vance a dit, le vice-président, exactement la même chose. Oui, et elle date pas d'hier, celle-là. Je veux dire, c'est une. Elle a été répétée hier. C'est la ligne de force de la politique étrangère de l'administration Trump. C'est notre priorité, c'est la compétition géostratégique avec la Chine. Tout le reste est secondaire. Et c'est une ligne de force qui ne cesse de se renforcer de manière transpartisane aux États-Unis depuis l'administration Obama, depuis 2008. Donc il n'y a pas de nouveauté là-dedans. Il y a une nouveauté dans la méthode et surtout dans la nécessité d'aller plus vite parce que les Américains considèrent qu'ils sont en train de perdre la compétition vis-à-vis de la Chine. Compétition technologique, compétition pour l'accès aux ressources. Et il n'y a pas d'autre arrière-pensée derrière le deal. Enfin bon, il y a sans doute des arrière-pensées financières, mais je veux dire, il y a pas de, il y a l'arrière-pensée géopolitique derrière le deal avec l'Ukraine. C'est empêcher que les mines soient à jour chinoises ou sous contrôle chinois. C'est même pas les Russes le problème pour les Américains, c'est les Chinois. Et donc tout ça est une ligne cohérente. Après la reconstruction de l'Ukraine, effectivement, ils ont laissé la porte ouverte à l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne, donc on voit très bien qui va payer. Alors j'ai un dernier élément sur ce sujet à vous faire écouter, mais on est à peu près tous d'accord, on a compris le message de Washington cette fois-ci, c'est Tanny Bruce, la porte-parole du département d'État américain. Nous sommes certainement toujours engagés et nous aiderons et ferons ce que nous pouvons. Mais nous n'allons pas voler à travers le monde au pied levé pour arbitrer les réunions qui se déroulent actuellement entre les deux parties. Et maintenant, c'est maintenant qu'elles doivent présenter et développer des idées concrètes sur la manière dont ce conflit va prendre fin. C'est à eux de le faire. Tammy Bruce, même le décor fait penser à une prof dans une classe et grosso modo, là, elle vient de dire on en a ras le bol. Donc on pourrait avoir Russes et Ukrainiens dans la classe et c'est exactement la même chose. En fait, on a autre chose à faire. De toute façon, en fait, ils ont obtenu des Ukrainiens tout ce qu'ils pouvaient obtenir, c'est-à-dire l'accord de Zelensky pour un cessez-le-feu inconditionnel et le deal des minerais. Donc maintenant, s'ils veulent que quelque chose ait lieu, c'est du côté russe qu'il faut mettre la pression, pas du côté ukrainien. Ils ont obtenu tout ce qu'ils pouvaient obtenir. À moins qu'ils décident... Mais ils n'y arrivent pas du côté russe. Non, mais là, l'idée... Est-ce qu'ils ont essayé? On ne va pas dire qu'ils ont beaucoup essayé. Ils ont vraiment essayé non plus. Donc on va voir si ce revirement
qui a eu lieu récemment, si il y a une pérennité derrière. Mais je peux me tromper, mais j'ai l'impression qu'on n'en est plus là en fait. J'ai l'impression qu'ils veulent se retirer du game et qu'ils cherchent un prétexte. On le verra très bien dans les prochaines semaines. Vous l'entendez pas là? Cette musique-là, quand même. Oui, mais cette musique-là, ça fait longtemps aussi qu'elle est en sous. Non, pas très. Si. Non, ça fait bien avant. Ils le disaient que de toute façon, si on n'obtenait rien du tout, si on n'obtenait rien du tout, ils l'ont dit. Nous, c'est pas notre problème, c'est le problème des Européens. Et de toute façon, c'est notre problème pas depuis 3 semaines, c'est notre problème depuis déjà plusieurs années quand même. Voilà. 2014. Maintenant, sur le revirement sur la Chine, il y a quand même quelque chose d'assez ironique dans cette histoire, c'est que d'où viennent les ressources qui sont gaspillées par les Américains dans leur campagne futile contre les Houthis? De l'Indo-PACOM, du commandement dans l'Indo-Pacifique, qui se voit ces ressources se faire siphonner par le CENTCOM, donc le commandement américain au Moyen-Orient. Donc, il y a les discours qui ont peut-être une cohérence, effectivement, et il y a les faits qui n'en ont aucun. Ce qui n'est pas forcément surprenant, considérant les compétences de certains membres de cette administration. Donc après, on peut essayer de lire une stratégie. Ceci dit, là encore, c'est déjà ce qui était arrivé à l'administration Obama, qui avait annoncé sa priorité au Pacifique, le pivot vers l'Asie, et qui avait fait le surge en Afghanistan juste après. Donc en réalité, les Américains sont dans une situation où ils se sont mis dans les années 90 dans la position d'être les gendarmes du monde. Et maintenant, ils sont un peu comme nos gendarmes, c'est-à-dire qu'il y a trop de choses qui se passent et ils n'ont pas les effectifs pour suivre et ils n'ont pas les moyens. Et donc, ils ont exactement le même problème. Et donc, ils sont obligés de faire des choix. L'administration Trump nous dit, nous, on a choisi de laisser l'Ukraine à ceux qui sont à côté, c'est-à-dire les Européens.